Pour toute l'actualité de l'Église et des conseils pour votre vie familiale et spirituelle, abonnez-vous au magazine Famille Chrétienne sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Claire S2C, son nom d'illustratrice et d'auteur de BD. Dans son roman graphique « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ou pas », elle raconte le parcours du combattant d'un couple en espérance d'enfants. Entre espoir et désillusion, souffrance et espérance, elle raconte un chemin douloureux, mais qui l'a conduit à ouvrir son cœur plus qu'elle ne l'imaginait. Je la remercie pour son témoignage en vérité et plein de joie. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup d'être ici pour témoigner de votre histoire. Alors pour commencer, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec cette histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il ? Alors c'est pas un objet, mais deux. Et je l'ai autour du poignet. Ce sont deux petits bracelets de la fertilité africaine. Alors ça peut faire sourire. Pour la petite histoire, j'en parle justement dans ma BD. Pour la petite histoire, c'est une amie en fait qui, elle, est un peu plus âgée et qui, pareil, a connu les mêmes galères pour avoir des enfants. Et à l'époque où j'espérais et je n'avais pas encore d'enfants, elle m'a donné ces deux bracelets en me disant tiens, c'est un petit quelque chose, c'est un petit rien. Mais quand j'étais allée en Afrique, on m'avait donné ça. Donc il y avait un bleu et un rose. Et en me disant le premier qui tombe, en gros, ça veut dire que du coup, tu auras un enfant, une fille ou un garçon. J'y croyais pas, mais en gros, c'est la symbolique et le geste qui m'a énormément touchée. Et pour la petite histoire, effectivement, j'ai cassé un des bracelets qui, je crois, est le rose. Donc, hyper drôle. J'y ai repensé après coup, après avoir eu ma fille. Donc, et serait-ce des trucs vrais, je ne sais pas. Et pour la suite de l'histoire, donc j'ai mise dans la BD parce que ça m'avait beaucoup touchée. Et en fait, le jour de la dédicace de ma BD, elle est venue et elle m'a offert 2 nouveaux bracelets. Donc, Christine, si tu m'écoutes, j'espère qu'il y en a un qui va bientôt se casser. Voilà. Écoutez, c'est très beau, ces petits signes que les proches nous adressent, ça nous réconforte. Et effectivement, votre histoire a été pas facile et vous allez nous raconter, mais déjà, vous allez nous dire le début. Votre histoire commence comme un conte de fées, avec une belle rencontre et un mariage. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire rêver et nous raconter comment vous avez rencontré votre blond, comme vous l'appelez dans votre BD ? Est-ce que vous êtes mariés vite ? Vous aviez quoi comme projet, etc. Ah, on rentre dans les détails. Bien sûr, le croustillon, c'est ça qui est sympa. Alors, faites-nous rêver un peu. J'ai rencontré mon mari à Lyon, dans un bar. C'est vrai ? Oh. Oui. Non, pour la petite blague, en fait, j'avais habité à Londres, j'avais plein d'amis, et j'ai bougé à Lyon pour le travail. Et en fait, je suis arrivée au mois de juillet. Je connaissais des gens, mais ça a été un peu dur de commencer un nouveau travail, de se faire des nouveaux amis. Et puis c'est pas l'expat, donc c'est moins, je dirais, facile entre guillemets. Et du coup, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, c'était un week-end où me suis forcée à rester à Lyon en disant t'habites là, il faut te faire des amis. Et du coup, j'avais un peu appelé tous les gens que je connaissais en mode allez, on fait des choses. Et une amie m'a proposé en fait un dîner entre filles. Donc en fait, on est allé dîner entre filles. Et après, elle me dit il y a 2 garçons que j'ai rencontrés il y a pas longtemps. Pour la petite histoire, Cédric a priori dragué. Cédric, c'est mon mari, du coup, draguait cette fille-là. Enfin, gentiment, hein, c'était pas non plus, voilà. Il avait des vues sur elle. Voilà, exactement. Tout le monde va tout savoir. et en l'occurrence, en fait, on s'est retrouvés dans un bar. Je me suis dit, c'était à côté de chez moi. Je me suis dit, ouais, j'y vais. Je prends une bière. Et puis après, voilà, si c'est nul,
je rentre chez moi, mais au moins, voilà, j'aurais eu ma petite soirée, je serais sortie, j'aurais vu du monde. Et en l'occurrence, en fait, je suis rentrée dans ce bar bondé, je l'ai vu, et alors, véridique, Ouais. j'ai vraiment eu un flash. Il y a eu un C'est flash. vrai? Un Alors, coup de foudre? écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'a C'est vachement génial. marqué. C'était pas forcément si évident que ça, etc. Mais en gros, en 3 semaines, l'histoire était pliée. Un an après, on était Ah oui, fiancés, et un an d'accord. après, on était mariés. Ah oui. Évidemment, c'était le plus beau, le plus gentil, le plus parfait, et ça l'est toujours, voire même Waouh. plus. Ah, dis donc. Il a ses Un défauts, hein. vrai conte de fées. Donc, Exactement. Non, non, mais alors après, j'avais mis un peu plus de temps que mes copines. J'étais un peu dans... Enfin, j'ai encore des copines célibataires, bien sûr, mais je me suis mariée à 29 ans. Donc, j'étais pas non plus dans les premières. Et du coup, j'étais contente. Je me disais, ah, c'est chouette. Et le but, effectivement, ça a été assez rapidement de se dire... on s'était dit au début, oh, on va profiter de la vie. Puis Ouais. on s'est dit, oh, en fait, les enfants, c'est cool. On y va, mais bon, on se stresse pas, un peu à la one again, quoi. d'accord. Oui, parce qu'effectivement, dans les contes de fées, la suite, c'est ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est ça, exactement. Et pour vous, ça s'est pas passé effectivement comme prévu, je crois. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que quelque chose clochait, entre guillemets? Alors en fait, assez rapidement, je me suis dit, parce qu'à 29 ans, on a quand même, voilà, vous avez déjà connu des gens qui, malheureusement, il y en a de plus en plus des gens qui, justement, galèrent un peu pour avoir des enfants. Ouais. Et du Qui coup, sont je me blessés, suis ouais. dit, puis moi, j'avais des règles ultra douloureuses, donc je me suis dit, ce serait pas mal d'aller faire un check D'accord. chez le médecin, histoire de vérifier que tout va bien, et de pas se dire on y va à la one again et t'attendre 2 ans pour rien, parce que j'ai un petit truc, enfin je sais pas, Oui, un petit détail qui pourrait être réglé, et en fait attendre 2 ans en pensant que ça va se régler tout seul, donc voilà. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de parler justement de ces règles douloureuses. Jusqu'alors, je prenais des médicaments, mais enfin voilà, j'étais plus trop fan du truc, et ma maman m'avait parlé de l'endométriose. En fait, on connaissait pas du tout à l'époque, on n'en parlait pas. Effectivement, on en parlait un petit peu plus, mais aujourd'hui, ouais. Ah, maintenant, oui, beaucoup plus. Heureusement, et c'est très bien. Ouais. Mais à l'époque, vraiment pas du tout. Et Ah oui. pour vous dire, j'ai rencontré ma belle-mère qui, elle, en avait. Ouais. Donc, on a parlé. Et moi, dans ma tête, quand elle en a parlé, c'était la première fois que j'entendais. Et je m'étais dit, ah, je me souviens qu'il y a une maladie, vous savez, où l'endomètre est pas assez ou trop épais, je ne sais plus. Et du coup, c'est compliqué pour avoir des enfants. Donc, ça doit être ça. Vraiment, pour vous dire à quel point je ne savais absolument pas ce que c'était. Et du coup, je suis allée voir le médecin à ce moment-là, en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, c'était ma gynéco de quartier. Elle m'a juste dit, oh, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est à peu près 2 ans au bas mot pour réussir à faire un enfant naturellement, même sans avoir de problème. Donc en fait, oui, 2 ans. 2 ans, c'est loin. Ouais. Mais bon, les médecins, certaines fois, sont un peu... Après, je comprenais, c'était un peu le truc, genre, vous mettez pas la pression, ça sert D'accord. à rien, vous venez à peine de commencer, c'est pas... Voilà. Mais à propos des règles, oh, l'endométriose, je sais pas, peut-être. Bon, si ça vous fait plaisir, je vous prescris une échographie. Le problème de l'endométriose, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est que si l'échographie est faite par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du genre, de la maladie, en fait, c'est quasiment impossible de le voir. Ah Enfin, bon? c'est vrai. Ah oui, oui. D'accord. En fait, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à savoir. Si vous pensez que votre fille, que vous avez une endométriose, il faut vraiment aller voir quelqu'un dont c'est la spécialité. D'accord. Parce que c'est des bouts d'endomètre, en fait, pour ceux qui ne savent toujours pas, en fait, effectivement, ce qu'est l'endométriose, hein, c'est possible. Alors, il y a 2 versions aujourd'hui, mais c'est des bouts d'endomètre qui sont dans le corps. Il y a une nouvelle version, alors je ne Qui savais s'échappe pas. au moment des règles, hein, parce Oui. que parfois on sait même pas ce que c'est que l'endomètre. C'est donc, ça. Oui, l'endomètre, en fait, c'est je dirais, c'est une muqueuse Oui. qui tapisse l'utérus et qui, en fait, grossit, enfin, s'épaissit au moment de l'ovulation, pour que potentiellement, s'il y a un ovule fécondé qui s'accroche et qui se mette, donc ça fait le petit nid du bébé, quoi. Et en l'occurrence, si l'ovule n'a pas été fécondé, ben, en fait, tout s'en va avec l'eau du bain. Donc, pendant les règles, c'est les règles. Voilà. Et en fait, pour les femmes qui ont de l'endométriose, ça s'échapperait par les trompes. Mais après, j'ai entendu une nouvelle théorie qui, a priori, vérifie. En fait, il paraît qu'il y a des scientifiques qui ont découvert que les bouts d'endomètre qui sont dans le corps ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans l'utérus. Et donc, ce seraient les petites filles qui seraient nées, en fait, avec déjà ces bouts d'endomètre dans le corps. Après, voilà, c'est 2 théories, mais ça peut faire sens aussi. Et voilà. C'est très douloureux parce que ça saigne un tout petit peu au moment des règles dans le corps, donc c'est très très douloureux. Mais du coup, vous avez fait une échographie et qui vous a rien montré, en fait. Ah bah en fait, j'ai fait l'échographie, ils m'ont dit bah non, en fait, il y a rien. Donc je me suis dit bah chouette, super.
Ah non, Ok. mais à l'époque, j'avais jamais eu trop de problèmes de Ouais. santé. Donc, moi, un médecin me disait ça, je me disais pas, je vais aller chercher ailleurs. Je me Ouais. disais, bon, bah, il a Ok. fait plusieurs années de médecine, il sait tout. Moi, Ok. voilà, je fais confiance. Ouais. Voilà. Et alors? Et du coup, je me disais, bah, j'ai juste mal quand j'ai mes règles. Mais Ouais. j'avais très, très mal. Mais Mm. bon, il y a un moment, quand on vous dit que c'est normal, vous dites, bon, bah, j'ai mal, c'est normal. Mais en fait, non. Mesdames qui m'écoutez, ce n'est pas normal d'avoir mal. Enfin, très, 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 très mal. Et du coup, alors, en fait, il y avait aucun souci. Enfin, pour cette première gynéco, il y avait aucun problème. Donc, bah voilà, le temps a passé, il se passait rien. On commençait un peu à se dire, bon, le temps est long. Je suis tombée sur une autre amie qui, elle, m'a conseillé un super médecin de la fertilité où tout le monde tombe enceinte rien qu'en regardant le médecin. Hashtag toi-même, tu sais. Et du coup, je suis allée voir ce spécialiste qui, lui, a fait aucun examen et Ah m'a ouais? dit ah, bah, prenez donc tel médicament pour booster l'ovulation et revenez me voir. Sauf qu'il m'a donné des doses de cheval. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose, en fait, réagit aux hormones. Donc, j'ai D'accord. souffert le martyr, Ah ça ouais. n'a servi à rien. Et à ce moment-là, en fait, c'est à peu près dans ce moment-là, et coup de bol, que le jour même, trois amis qui n'avaient rien à voir entre elles, m'ont parlé de la naprotechnologie. Alors, on va en parler juste après, mais avant ça, donc vous avez commencé donc à souffrir moralement, donc vous souffriez déjà physiquement très fort à cause de ces hormones, et puis et moralement aussi parce que voilà autour de vous, bah, évidemment les copines tombent enceintes, etc. Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette épreuve de l'espérance d'enfant? C'est un peu, je dirais, comme quand on est célibataire, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas sûr qu'in fine, en fait, ça va marcher. C'est cette incertitude. Vous avez beau avoir l'espérance, en fait, moi, ce qui m'a tué à petit feu, c'était vraiment le côté de me dire, mais en fait, ça se trouve, je serai la maman de personne. Ouais. Et un peu comme, bah, quand je dis quand vous êtes célibataire, moi, je disais, c'était la même chose certaines fois quand j'étais célibataire. Je me disais, mais si on me disait, t'inquiète, à 29 ans, tu te marieras, bah, du coup, tranquille. Je profite de la vie, tout va bien, voilà. Et c'est un peu pareil, on m'aurait dit, bon, bah voilà, tu vas mettre 5 ans. Un côté où tu te dis, bon, bah on va galérer, mais c'est bon, je l'aurai mon bébé. Sauf qu'en fait, ben, c'est pas parce que vous êtes en bonne santé qu'il n'y a rien de rédhibitoire que c'est écrit que vous aurez un enfant, en fait. Il n'y a rien de sûr. Donc, c'est. Ouais, ça m'a. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, personnellement, je parle vraiment, en fait, pour moi. C'est très. Chacun est très différent et mon vécu est le mien et celui de mon mari. Donc, ouais, moi, c'était vraiment ce qui me tuait à petit feu de me dire, en fait, ça se trouve, je serais la maman de personne. On sent dans votre BD quand même, malgré tout, malgré il y a effectivement des dessins très noirs où, vous êtes avec votre mari, vous êtes environné de mots qui pèsent, incertitude, angoisse, douleur, tristesse, etc. Et malgré tout, à côté de ça, on ressent quand même beaucoup de joie, d'espérance, de dynamisme. Enfin, c'est hyper frappant dans le dessin, même si on lit pas les bulles, les mots, il y a tellement de joie, de dynamisme dans ce dessin, tout n'est pas noir. Est-ce qu'on peut être heureux quand même malgré tout dans l'épreuve? Je pense que c'est la différence, je m'étais dit ça à l'époque, entre euh, être heureux et être joyeux. En fait, le bonheur, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas de la joie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas genre, je n'ai aucun problème, tout va bien, il se passe quelque chose de super. Je suis pas très claire, mais en gros, on peut être heureux dans la souffrance, en fait. Mm. C'est-à-dire que. Ça va au-delà des sentiments, peut-être? Ouais, vraiment. Moi, ça me fait penser à une phrase qui va illustrer ça de Sénèque qui dit en fait vivre ce n'est pas apprendre à passer entre les gouttes de l'orage, mais c'est apprendre à danser sous la pluie en fait. Non, attendez, je dis une bêtise. Je crois que ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Et c'est exactement ça en fait. C'est apprendre. Je trouve que c'est quelque chose de fabuleux en fait la souffrance quelque part. C'est que ça vous apprend en fait justement à être heureux avec des choses qu'on ne verrait pas autrement. Maintenant, moi, j'ai vraiment appris grâce à cette souffrance. Il y a des gens qui vivent des trucs bien pires que moi, hein, mais grâce à ça, j'ai appris vraiment à être heureuse de petits riens, vraiment. De quoi, par exemple? Bah, typiquement, hier, on a beau être en plein confinement, à récupérer nos enfants pendant 3 semaines. Bah, hier, il faisait beau, j'ai croisé par hasard des amis, on s'est fait un pique-nique improvisé. Il faisait beau, bah voilà, en fait. Et penser à remercier. Moi, c'est vraiment un truc, du coup, apprendre quand il y a quelque chose de joli dans la rue, un truc comme ça, de dire bah merci. Non, mais ça fait très illuminé, charismatique, mais c'est comme ça. Et en fait, je pense que c'est la vie, c'est aussi le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est que quand on apprend justement, malgré tout ce qui vous arrive, malgré la souffrance, malgré etc., à réussir à voir le joli côté de la vie. Non, mais ouais, la gratitude pour les petites choses qu'on voit pas d'habitude parce qu'elles nous semblent aller de soi, mais finalement, rien ne va de soi. Enfin, je veux dire, tout nous est donné. Non, c'est hyper important. Mais ce qui est dur avec l'espérance d'enfant, c'est que souvent, en fait, ça arrive à des couples qui, jusque-là... Alors après, il y a plein de gens, plein de cas différents, mais en fait, souvent, c'est la première grosse épreuve. Et en fait, c'est quelque chose de tellement naturel. C'est-à-dire que logiquement,
c'est pas supposé se passer comme ça. Et en fait, du coup, il y a un côté hyper soudain, hyper, bon, je dirais comme pour la maladie ou quoi que ce soit, mais il y a un côté pourquoi moi, il y a un côté. Et il y a une violence dans la redondance. Parce que souvent, les gens vous disent ah, faut penser à autre chose. Je crois que c'est la pire phrase en fait. Faut penser à autre chose. On me dit en fait, tous les mois, j'ai mes règles. Donc en fait, comment veux-tu, quand mon corps me rappelle tous les mois que je n'ai pas d'enfant, comment veux-tu que je ne pense à autre chose? C'est impossible, vraiment. C'est un truc à dire aux gens, hein, t'aérer la tête, etc. En fait, physiologiquement, notre corps nous rappelle que tous les mois, on n'est pas enceinte. Alors, il y en a plein pour qui c'est très bien, on est ravis, mais quand on essaye d'avoir un enfant, c'est quelque chose de très douloureux, en fait. Parce qu'avec votre mari, vous n'aviez pas du tout envisagé cette épreuve-là. Si, j'y avais pensé, mais en fait, c'est comme pour je dirais, c'est comme pour les effets secondaires sur les médicaments. Si vous vous dites, oui, mais ça, parce que potentiellement, ça peut arriver, mais ça va pas m'arriver à moi. Il y a un côté naïf de la vie où, heureusement, je suis pas pessimiste. C'est-à-dire que vous pensez pas, ce serait un peu triste sinon. Mais j'y avais pensé, mais entre penser la chose et la vivre, c'est très différent. Et ce qui est très beau justement dans votre BD, c'est qu'on voit que votre couple il est très uni et même qu'il se renforce dans l'épreuve et la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée parce que parfois l'épreuve, la douleur, au contraire, ça dresse un peu des murs. Et puis surtout quand on vit des choses différemment et aussi dans son propre corps, il y a parfois des difficultés à rejoindre l'autre. Et alors, je voulais savoir quel était votre secret pour être de plus en plus unis dans cette épreuve. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de secret. Ça n'a pas forcément été voulu à l'époque. Je pense qu'en fait, coup de bol, dans notre malheur, on était au même degré de souffrance, en fait. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, on voulait un enfant vraiment tous les deux hyper fort. Donc, il y a un truc aussi qui est frappant, c'est que je me suis jamais... personne ne s'est jamais dit c'est de ta faute. Enfin, clairement, c'était moi qui avais des problèmes médicaux, mais je me suis jamais dit c'est de ma faute. Il aurait dû épouser. Enfin, j'y ai pensé en me disant s'il avait épousé quelqu'un d'autre, il a déjà 3 enfants. En fait, c'est nul avec des si. On peut mettre Paris en bouteille. En fait, puis ça sert à rien. Mais je pense que ouais, en fait, on s'est un peu serré les coudes parce qu'on était tous les deux. Que du coup, il y a tous les amis qui font des gosses de partout. Et du coup, il y a un côté, en fait, on était tous les deux dans notre côté aigri et notre souffrance. Et du coup, ça. C'est comme avec les amis, on dit souvent que la souffrance unit plus que la joie. Et c'est vrai, je pense. Enfin, c'est vrai qu'il y a des couples qui se séparent, mais peut-être parce qu'ils vivent pas de la même façon. Là, en l'occurrence, par exemple, un couple où l'un veut un enfant très fort, l'autre peut-être un peu moins. Là, on se rejoignait vraiment en termes de... Donc, je pense qu'il n'y avait pas... même à cette époque-là, on prie beaucoup maintenant, mais peut-être à l'époque, c'était même pas tant ça. En fait, j'aimerais vous dire, c'est parce qu'on priait, on était hyper unis dans la prière, mais pas du tout. Le contre-exemple, c'est pas bien prier. Mais non, même pas. Je pense qu'en fait, on a eu cette chance. En fait, bon, déjà, on s'aime et on s'est pas marié par hasard non plus, quoi. Donc, il n'y a pas eu... Et puis voilà, on s'est soudés là. Enfin, je pense qu'on a fait partie de ceux qui ont de la chance et qui, du coup, sont unis par l'épreuve, quoi. Et est-ce qu'il y a votre couple, je pense qu'il y a un grand lieu de consolation, de ressourcement dans cette épreuve. Est-ce qu'il y a d'autres lieux de ressourcement, de consolation dans cette épreuve ? Alors, de plus en plus maintenant. Nous, clairement, ça s'est passé comme ça. En fait, c'est mon mari qui m'a dit à un moment donné qu'il avait besoin en fait, de rencontrer d'autres couples. En fait, la plupart de nos copains, à part de très rares, en fait, étaient... avec plein d'enfants, avec aucun souci pour faire des enfants. Et en fait, même si les gens sont hyper gentils, hyper empathiques, j'ai compris à ce moment-là, je dis souvent en rigolant, le concept des alcooliques anonymes. En disant, en fait, tu as besoin de rencontrer des gens qui vivent la même chose dans leur chair que toi, en fait. C'est-à-dire que ça n'empêche que tous les proches qui sont ultra empathiques, ça te fait du bien aussi, mais ils peuvent pas comprendre. C'est pareil, ce que je dis souvent, un parent qui a perdu un enfant, on pressent tous à quel point c'est atroce. Mais en fait, on n'a pas perdu notre enfant, donc on pressent, mais on l'a pas vécu. Donc, il y a un espèce de gap quand même où là, tu peux pas rejoindre les gens. C'est-à-dire que toute ton empathie et ton amour est là, ils le prennent, mais tu as besoin, à un moment donné, je pense, vraiment humainement, en tout cas, nous, c'était un vrai besoin, d'avoir des gens qui comprenaient, avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait dire toutes les choses qu'on n'avait pas forcément, qu'on pouvait pas dire aux autres, on pouvait pas leur dire, arrête de nous parler de tes gosses. Enfin... Il y a des trucs qui sont compliqués à dire et en plus on le sait, alors que du coup avec des amis en galère comme ça, on peut se permettre ce genre de choses qui socialement parlant et même humainement parlant sont pas forcément acceptables. Et du coup oui, il y a eu, donc en fait j'ai commencé à chercher en fait autour de moi en me disant attends, on est catho, on va chercher dans l'église catholique ce qui se fait. Et honnêtement, à l'époque, pas grand-chose. À l'époque, c'était en 2012 pour resituer. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et à Paris, on a trouvé une paroisse qui faisait
quelque chose pour les couples en espérance d'enfant qu'il a par Sainte-Colette dans le 19e. Et du coup, on est allé là. Mais honnêtement, il n'y avait rien d'autre. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont faites. Du coup, de ce fait, en fait, on est de plus en plus, hélas, à souffrir de la même chose et à être en espérance d'enfant. Et du coup, de plus en plus, je pense, prennent des initiatives. Donc, je sais que j'ai une amie qui a des amis qui ont créé Chemin d'espérance à Boulogne, par exemple, des week-ends pour les couples en espérance d'enfant. Là, il y a des retraites aussi qui se font de plus en plus pour les couples en espérance d'enfant. Mais nous, à l'époque, donc on a été à Sainte-Colette, ça nous a fait beaucoup de bien. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait des retraites aussi. Dès qu'il y avait une retraite, en fait, c'était un truc. On sautait un peu sur l'occasion. Nous, ça nous faisait du bien, vraiment. On avait besoin, en fait, de rencontrer des gens qui étaient dans notre cas. Ensuite, moi, je me suis mise sur un groupe privé et secret aussi. Je suis désolée, il y a beaucoup qui demandent, mais c'est un peu compliqué de rentrer dedans. Mais sur Facebook, je sais qu'il y a d'autres groupes et moi qui m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que dès que j'avais envie un peu de râler sur quelqu'un qui avait fait une réflexion un peu désagréable, en fait, c'était le lieu. Et un lieu où personne ne jugeait personne. Donc, c'était. Et c'est toujours d'ailleurs, parce que j'y suis toujours et c'est hyper agréable. Et une amie qui a monté aussi, j'en parle dans la BD, tous ces trucs-là, mais c'était assez important, qui a monté un truc qui s'appelait, qui était une chaîne de prière pour les couples en espérance d'enfants, mais virtuelle du coup. Donc on recevait des mails, en fait on priait à date, enfin voilà. Oui, parce que du coup, vous êtes croyante. Et niveau foi, en fait, vous en étiez où avant cette épreuve En toute honnêteté, moi, il m'est arrivé... Je raconte toute ma vie. Il m'est arrivé un petit trauma, en fait, quand j'étais jeune. Je suis née dans une famille catholique, pratiquante. La fille du cru, quoi. J'avais aucun souci avec ça. La foi a grandi en même temps que moi. C'était parfait. J'ai eu ma propre... Enfin, c'est pas une conversion, mais en fait, il y a eu un jour où vraiment, du coup, je me suis aperçue que j'allais à la messe, enfin, voilà, que ça m'était devenu propre et que je m'étais emparée de la chose. Et puis, en fait, je me suis retrouvée à aller en CEP dans un couvent et j'ai été traumatisée par une bonne sœur qui, de nulle part... Je le dis parce qu'en fait, ça pourrait peut-être servir à d'autres. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait, ça a lien avec ma foi, qui, de nulle part, est venue me voir en me disant « Toi, plus tard, tu seras bonne sœur ». Oula. Ouais, non, mais Comme en ça. fait, comme ça, mais je ne lui avais même pas parlé, je ne connaissais Oula pas. là. En fait, on était juste allés faire des chants avec elle, nous, c'était en groupe, Ouais. et en fait, elle s'est pointée de nulle part et me dit ça. Moi, je rigole et je dis non. Je m'étais un peu posé la question avant, mais comme tout le monde, quand vous avez la foi, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un amour débordant dans le cœur, et évidemment, il y a un moment où tu te dis, est-ce que cet amour, elle va plus loin ? Je me souviens, j'étais à Lourdes et je me suis dit, non, en fait, non, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas. Et puis basta, j'avais classé l'affaire, donc elle me dit ça. Et en fait, elle revient dessus. Je lui dis, bah non, j'ai pas envie. Elle revient dessus et me dit, bah, c'est souvent ceux qui n'ont pas envie qu'ils deviennent. Et ça a été, je crois, la phrase qui m'a défoncée, vraiment. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, ah bah ouais, genre Saint-Ignace de Loyola ou tous les saints qui faisaient un peu n'importe quoi, à un moment, ils sont convertis. Mais en fait, c'est débile parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en fait, du coup, j'ai fait. Et puis vous aviez pas envie, en fait, finalement. Mais pas du tout. Ouais. Mais du coup, j'avais l'impression limite que c'était un messager divin, que Dieu m'avait parlé. En fait, il y avait un côté, comme c'est une personne de Dieu, entre guillemets, j'avais l'impression que Dieu m'avait demandé quelque chose, mais que je voulais pas. Donc en fait, ça a été très compliqué. Et en fait, du coup, dans ma tête, j'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine, je me suis dit, mais si j'avais pas la foi, au moins, j'aurais pas ce problème. Et ça a été très compliqué parce qu'en fait, je pense que c'est passé maintenant. Heureusement, j'ai traité le problème. Je suis allée voir les thérapeutes, etc. Et c'est très bien. Mais c'est marrant parce que la phrase qui m'a fait du bien, c'est une thérapeute qui m'a dit, mais elle avait pas le droit. Et en fait, c'est tout bête. Comme quoi, certaines fois, bon, voilà, c'est un métier. Hein, mais du coup, le problème, c'est que quand on s'est mariés, mon mari, lui, était à fond. Mais moi, en fait, j'avais des vrais problèmes. Enfin, ça me créait... C'était pas du tout une flemme, je vais pas à la messe, parce que voilà, j'avais une vraie angoisse liée à ça. Et même, limite, ça a été compliqué. Enfin, c'est revenu au moment où je me suis mariée, ça a été compliqué. Enfin, j'ai géré le problème au fur et à mesure, mais du coup, j'avais toujours un peu ce côté où j'avais bien envie parce que c'était un vrai pilier dans ma vie qui m'avait été enlevé, mais il y avait toujours ces angoisses. Enfin, c'était très compliqué à gérer. Et heureusement, Dieu est grand. Hein. Et puis, je pense que ma petite maman devait continuer à prier pour moi derrière, parce qu'il était au courant de tout. Hein. Et la prière fait forcément effet un jour ou l'autre. Et il y a eu un vrai chemin de conversion du coup en couple. Et aujourd'hui, du coup, on est à fond. Moi, je suis de plus en plus illuminée, mais parce que justement, cette épreuve, elle aurait pu encore plus, en fait, oui, vous éloigner de la foi, vous donner encore plus de réticence envers Dieu qui, enfin, je sais pas, qui est lointain, qui vous donne des messages, voilà, alors que vous n'avez pas envie. Et puis, en plus de ça, vous le priez, et puis rien. Alors, pas du tout, parce que justement, à ce moment-là, j'avais quand même déjà réglé un peu mon problème. Et c'est marrant parce que j'en ai jamais voulu à Dieu. Ouais. En fait, moi, non, c'était pas... non, jamais.
Enfin, pas en tout cas, bon, pour l'histoire de la bonne sœur, oui, c'était plus compliqué. Parce que j'avais l'impression que c'est lui qui me parlait, mais c'était une déformation. Je pense que c'est mal tombé. Enfin, c'est un peu la phrase, c'est un peu comme le verre qui tombe. Souvent, ce que je dis, il peut tomber, rebondir 15 fois de très haut et puis taper contre une table et exploser en 1000 morceaux. Je pense que c'était le mauvais moment, la mauvaise phrase et voilà quoi. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais jamais, non, quand à propos de l'espérance d'enfant, il y a certaines fois des questions qu'on se pose en mode pourquoi moi? Mais il y a pas je n'ai pas, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas de colère, de rancœur. Je me dis, je sais qu'au soir de ma vie, je comprendrai tout. Parce que je suis une petite chose et que je comprends rien et que Dieu veut mon bonheur, j'en suis persuadée. Maintenant, oui, je suis dans la souffrance. Maintenant, qui ne souffre pas en ce bas monde, hein. Et puis on connaît la phrase, c'est Claudel, je crois. Dieu est venu habiter la souffrance, il n'est pas venu pour nous l'enlever. Donc non, c'est vrai, en fait, je pourrais, mais non. Enfin, je pense que justement, quand on a la foi, c'est comme les parents, quand ils font, enfin, je sais pas, quand ils font des choses pour vous, quand vous savez que c'est par amour, il y a un côté un peu d'incompréhension, mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas de. Et puis bon, je suis adulte, donc je suis pas une enfant, c'est-à-dire que je me dis, voilà, j'aurais aimé ne pas être celle-là, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand derrière, et je suis persuadée vraiment au soir de ma vie que je comprendrai tout. Voilà. Et comment vous avez fait quand même pour dépasser cette question pourquoi moi? Parce qu'on peut rester bloqué un peu là-dessus, quoi. Je l'ai toujours pas dépassé, je crois. Je vous avouerai, là, on essaye de faire le deuxième, ça marche pas. Et d'un côté, effectivement, justement, on est en équipe Notre-Dame, on a travaillé il y a pas longtemps sur le côté justement des enfants et dire que en fait, un enfant est une bénédiction. Et ce qui est vrai, et je me disais, mais en fait, super, donc tout le monde est béni, sauf nous, quoi. Et la question, c'était pourquoi. Enfin, il y a pareil, aucune rancœur, aucune colère, enfin, rien de négatif, mais un vrai questionnement un peu douloureux de pourquoi. Je suis sûre qu'il y a un sens, en fait, j'en suis persuadée, intimement, mais voilà, comme je vous dis, en fait, je suis persuadée aussi que je ne comprendrai pas dans ma vie, et que je comprendrai à la fin de ma vie, sûrement. Et qu'il y aura sûrement plein de belles choses, en fait. Pareil, je me dis, bah, typiquement, est-ce que. Bah voilà, je témoigne, je sais dessiner, je témoigne de ça. Peut-être que. Alors, bon, j'aimerais bien, maintenant j'ai témoigné, j'aimerais bien avoir d'autres enfants, mais je pourrais témoigner aussi de la grossesse qui est fabuleuse. Mais non, mais peut-être ça, j'en sais rien en fait. C'est ce que je me dis. Il naît toujours des belles choses, de choses atroces, donc toujours. Hein. Cette fameuse fécondité. Ah Ah en vrai, ouais. Cette phrase, il y a d'autres fécondités, elle est vraie. Mais elle est hyper dure à entendre. Et je trouve que de la part, souvent, c'est des gens, genre la nana qui a 7 enfants et qui vient vous parler de fécondité, t'as envie de dire, en fait, t'es mal placé pour venir me parler de ça. Mais en vrai, c'est vrai. Mais ça ira si c'est de la part, justement, d'un couple qui a 50 ans, qui n'a jamais eu d'enfant. Et voilà. Mais non, t'as 3 enfants, naturellement, t'as pas eu de problème. Viens pas me parler de fécondité, s'il te plaît. Du coup, et puis il y a des signes quand même du Seigneur qui arrivent dans votre vie. Vous disiez le même jour, 3 copines qui vous parlent de quelque chose. Alors allez-y, racontez-nous. Mais oui, Dieu est grand. Mais bon. Oui, du coup, ce que je disais, deuxième parcours du médecin. Un jour, une amie, donc ce jour-là, une amie m'appelle, me dit « Ah, j'ai pensé à toi, j'ai entendu sur Radio Notre-Dame parler de la naprotechnologie. » J'étais « Mais quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Donc elle m'en parle vaguement, mais je crois qu'elle n'a pas trop bien compris elle-même. Elle m'a dit « Bah tu sais, c'est pour les couples en espérance d'enfant. » Nous, on s'est jamais caché. Hein. On a toujours, mais on est un peu, enfin voilà. C'est votre caractère. C'est notre caractère à tous les deux. Il y a des couples qui sont beaucoup plus dans l'intimité, etc. Nous, c'est pas un problème. Donc vous aviez été au courant. Ouais, on est mieux en fait. On aime bien parler de ce qui va pas. Donc en fait, c'est le caractère de tous les deux. Donc ça tombe bien de notre couple du coup. Bref, du coup, elle me dit ça. Une autre qui m'en parle, je prends un café avec elle à la belle époque, qui m'en parle de nulle part aussi. Je me dis, c'est marrant, ça fait la deuxième. Et le soir, une amie, pareil, du coup, qui elle avait commencé un parcours PMA. À l'époque, il n'y avait que ça. Hein. Soit votre gynéco de quartier vous donnait un peu des trucs, soit ça fonctionnait pas, vous passiez du coup en PMA. Quoi. Et elle me dit, ah, attends, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est un truc naturel, machin, naprotechnologie. C'est pas vrai. Du coup, je me suis dit, jour. C'est ça. Je me suis dit, c'est un signe. Je vais peut-être aller me renseigner. Et du coup, elle, comme elle était suivie, m'a donné le numéro de son instructrice, qui est devenue la nôtre, qu'on adore. Bisous Laura. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que le signe était énorme et j'ai trouvé ça marrant. Alors, qu'est-ce que c'est la naprotechnologie? Alors, ça veut dire en anglais Natural Progressive Technology. Vous avez un accent merveilleux. N'importe quoi. Non, il est très dur à dire celui-là parce qu'à chaque fois, c'est pas le plus facile à dire en anglais. En gros, ça veut dire aide à la procréation naturelle. D'accord.
Donc, le but de la NAPRO, il le dit souvent, c'est d'aider à faire un bébé sous la couette et pas dans l'éprouvette. Voilà, grosso modo. La naprotechnologie, du coup, en fait, va prendre le corps dans ça. C'est ce que moi, j'ai personnellement bien aimé, c'est qu'il va prendre le corps dans la globalité et pas uniquement vos organes reproducteurs. Du coup, vous avez mal au ventre, vous avez mal au dos, c'est un truc qui intéresse le médecin et il a raison parce que tout est lié dans le corps. Donc, il y a plein de trucs assez improbables. J'ai découvert le sucre, par exemple. Moi, j'ai dû faire un régime sans sucre. Mais toujours aujourd'hui, en fait, je m'en porte pas plus mal. En fait, ils découvrent souvent des trucs comme ça. L'endométriose a été du coup découverte grâce à eux. D'accord. Parce C'est que à ce moment-là que vraiment on vous a dit OK. Ouais, c'était fou, merci à eux, parce que rien que pour ça, moi, je m'étais dit, même si au final, ça ne fonctionne pas et on n'a pas de bébé, ce sera toujours positif parce que j'ai découvert plein de trucs grâce à eux que personne n'avait vu avant. Parce que au moment où j'essayais, en fait, on essayait, j'ai pris 30 kilos de nulle part sans aucune raison, sans aucun stress, sans rien. Enfin, et non, c'était. Et en fait, du coup, je pense qu'il y a eu je sais pas, c'est un peu un mystère, mais du coup, tout le monde, à chaque fois, les médecins, ils trouvaient pas, et puis, en fait, on trouve pas quoi, donc c'est de ta faute. Ok, super, non, en fait, du coup, j'ai changé. C'est à ce moment où j'ai découvert qu'il fallait changer de médecin quand t'étais pas contente. Ouais. Et du coup, pareil pour la fertilité. Et en fait, du coup, la naprotechnologie, c'est vraiment ça. Enfin, Et puis vous êtes à deux. Dans votre livre, vous dites que vous êtes ça. avec votre mari, alors qu'avant, vous étiez toute seule. Le mari est vraiment impliqué, en fait. Il demande vraiment l'instructrice, on va l'avoir en couple. Le médecin, alors, il n'y avait pas de médecin à Paris. Je crois qu'il va y en avoir, mais je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises, mais en gros, c'était à Nantes. C'était pas toujours facile. Moi, du coup, du fait de mon métier, je peux plus m'octroyer des dépôts, enfin des moments où je peux partir, etc. Et du coup, moi, j'allais à Nantes souvent toute seule. Le premier rendez-vous, on l'a fait évidemment à deux, mais je faisais des trucs un peu toute seule aussi, puis mes examens, mes prises de sang, voilà. Mais c'est vrai que typiquement, en fait, la naprotechnologie, c'est dans l'étude des glaires, de la glaire cervicale, et du coup, il y a un tableau en fait avec des gommettes. Ceux qui savent. Et c'est le mari, en fait, on vous dit du coup de répartir les tâches, donc c'est à la femme de s'observer, et du coup le mari le soir est supposé demander alors, c'était comment aujourd'hui? Bienvenue dans le glamour des couples qui essayent de faire un bébé. Mais en même temps, du coup, c'est un côté sympa parce que la médecine prend aussi en compte, il n'y a pas que puis t'es pas dissocié de ton corps, en fait. Il y a vraiment un truc au sein du couple. Le couple est vraiment pris en tant que tel aussi. Il y a un côté très humain que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas moi, dans mon expérience avec la naprotechnologie. Alors c'est comme tous les trucs pour essayer d'avoir un enfant, c'est contraignant, c'est beaucoup d'examens, mais bon, après on n'a rien sans rien. Oui, effectivement, le tableau des examens que vous décrivez dans votre livre est assez impressionnant. Mais toutes les femmes, même quand c'est des hommes. Alors la napro ne peut pas, ce que je mets aussi dans mon livre, la napro ne peut pas forcément, c'est pas une solution miracle, et ça peut pas forcément pour certains cas typiques. L'azoospermie chez les hommes, en fait, c'est qu'il n'y a pas de spermatozoïdes viables, que je dise pas de bêtises, je suis pas médecin. Je préfère le dire. Typiquement, la napro ne peut rien pour ces couples-là, et de toute façon, en général, c'est souvent la femme qui est traitée. Alors quand il y a une infertilité, en fait, c'est souvent la femme, en fait, c'est comme en PMA. La PMA, il y a des femmes qui sont en très très bonne santé, et juste parce que monsieur a une azoospermie, justement, c'est elles qui vont avoir tous les traitements et tous les trucs, alors que c'est compliqué. Mais oui, parce que pour vous, il n'était pas question de PMA. Nous, en fait, on s'est posé la question. En toute honnêteté, je ne jugerai jamais personne qui passera par là parce que c'est des choix très personnels, et que en soi, moi, typiquement, ce qui nous posait problème en tant que couple chrétien, c'était plus les embryons surnuméraires. Maintenant, le côté de... J'ai entendu certaines fois oui, mais en fait, c'est en dehors de la chambre, c'est pas dans un acte d'amour. J'ai envie de dire, quand ça fait 5 ans que vous essayez de faire un bébé et qu'il y a une période fertile et une fenêtre de tir, je peux vous dire que certaines fois, c'est pas des unions très glamour. Honnêtement, hein. C'est peut-être pas très pudique ce que je dis, mais il y a un moment, il faut aussi appeler un chat un chat. Et j'avais entendu une fois un truc, une retraite, quelqu'un qui disait pour les hommes, justement pour vérifier que leur sperme est bon, ils font ce qu'on appelle un spermogramme. Il n'y a pas 100 000 façons pour récupérer du sperme. Donc, messieurs vont dans une clinique avec un petit magazine, on sait tous, et vous êtes tous adultes, vous visualisez très bien comment ça se passe. C'est clair que c'est pas glamour. Et j'ai entendu un mec à une retraite dire ah non, mais sinon, du coup, madame peut aller après un rapport. J'étais là, non, mais pardon. En fait, nous, tout ce qu'on fait, tous les examens qu'on fait sont vraiment, la plupart douloureux et loin d'être glamour aussi. Bon, moi, en l'occurrence, mon mari, ça lui posait aucun problème. Il n'y avait pas de souci. La plupart, non. Mais c'est vrai que certaines fois, j'ai envie de dire
Moi, ça nous posait pas de problème à ce niveau-là. Il n'y avait pas le côté en dehors de la chambre à coucher. C'était plus effectivement en termes de vie, vu qu'on considère effectivement qu'une ovule fécondée, enfin, un fécondé est un bébé, déjà, en fait, en devenir. Du coup, ça nous posait problème à ce niveau-là. Maintenant, s'il n'y a pas d'embryon surnuméraire, moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est très personnel. Maintenant, il y a eu autre chose, c'est que pour la PMA, moi, je réagis énormément aux hormones. C'est-à-dire que même pour booster l'ovulation, j'avais un demi-comprimé d'un truc qu'on prend habituellement. Enfin, c'était... moi, j'ai vraiment hyper mal. Donc, clairement, c'est impossible de passer par la PMA parce que je pense que je souffrirais le martyre. Donc, la question se pose pas. Mais en termes d'éthique, on s'était posé la question vraiment de se dire... c'était une retraite, on s'était dit jusqu'à où on va. En fait, le désir d'enfant, il y a un moment, il ne faut pas oublier en fait que c'est pas un objet qu'on veut absolument, c'est un enfant. Donc, il faut se poser la question de quel cadre on met dans notre désir, quel frein on va mettre et jusqu'où on veut aller. Et c'est important de se poser la question en couple et être d'accord en couple. Peu importe l'entourage et ce qu'on fait derrière, c'est en couple qu'on prend cette décision, en âme et conscience. Et voilà. Et nous, vous, c'était jusqu'à où, du coup vous... On s'était dit à l'époque, je me souviens, je me suis dit jusqu'à l'insémination. Parce que c'était moins pareil en termes d'hormones. Et en fait, on avait parlé avec notre médecin d'appro qui nous avait dit que le problème de l'insémination, c'est qu'en fait, il récupère le sperme. Et je crois, si je dis pas de bêtises, encore je suis pas médecin, en fait, il le trie, il y a une trieuse, il y a un truc, et en fait, ça dégrade un peu. Et que c'est pas forcément non plus, les résultats sont pas, c'est pas miraculeux. Hein. Souvent, les gens, quand vous disent que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ils vous sortent la PMA de leur chapeau, comme si, en fait, c'était une réussite à 99%. Si je dis pas de bêtises, le chiffre, c'est plutôt 30%. Hein. Ouais, je crois que j'ai entendu ça. Ouais. Donc, t'as envie de dire, en fait, la solution miracle, elle existe nulle part. Donc, arrêtez de sortir de vos chapeaux. C'est pas, vous avez un couple qui a un problème devant, il n'y a pas une solution magique. La PMA n'est pas une solution magique. Mais comme l'anapro n'est pas une solution magique, c'est une solution naturelle et qui prend, je trouve, soin de votre corps et de votre couple. Maintenant, c'est pas une solution magique. Ça n'existe pas. Dans le sens où, quand on parle... Vous vous étiez dit, on fait tout, mais pas trop. Enfin, oui, voilà. C'est ça. Ouais. Et au final, en fait, quand le médecin nous a parlé de ça, on s'est dit oui, non, en fait, voilà. Et au final, je suis tombée enceinte au bout d'un an d'anapro, donc c'était pas non plus... la question s'est pas posée très longtemps, quoi. Oui, parce qu'effectivement, du coup, vous faites ce parcours de napro-technologie. Et puis, il y a un très beau signe au milieu. J'aime beaucoup que vous racontez dans votre livre un nouvel an incroyable en 2000. Dans l'année 2015-2016, enfin le passage à l'année 2016. Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est trop beau. Ah, c'est gentil. Bon, on avait ras-le-bol, donc on a décidé de fêter en fait le nouvel an là où je rêvais d'aller, c'était New York. Donc on est partis tous les deux à New York. Parce que les bonnes années, bonne santé et surtout un bébé, ça va bien un moment. C'est ça. Puis même, en fait, je pense que tu as besoin un peu de fun et de paillettes dans ta vie. Donc, je suis d'accord. Donc voilà. Et du coup, en fait, c'était un peu mon rêve. On s'est dit, bah, de toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le fais quand? Enfin, voilà, ouais. On peut. Et ben, profitons-en. Donc on est parti. J'avais une amie américaine qui nous a hébergés. C'était génial, hyper sympa. Maintenant, il y a eu plusieurs signes en fait. On a fêté le réveillon. Elle nous avait invités à le bosser pour la YMCA. Donc il y a un truc catholique. En fait, tout le monde pense au Village People, mais en fait, j'ai découvert grâce à cette amie américaine qu'en fait c'est Young Christian, je sais plus. En fait, c'est un truc qui se moque des catholiques. Ok. J'ai découvert ça là-bas. Bref, donc elle bossait pour l'église et en fait il y avait une messe en fait l'église était sur Times Square et après il y avait une soirée sous l'église. Ah, c'est American style. Hein. Okay. Hyper sympa. Vraiment, il y a un côté hyper exotique du truc. C'était trop marrant la messe avec tous les amis américains. Il y a un côté hyper écuménique en fait. Il y a un côté vraiment sympa. Et donc la soirée, nous on est déjà hyper contents. La soirée ensuite en fait on est passé sur Times Square en VIP. Sous la boule qui descend sur Times Square qu'on a tous vu dans les films. En fait, le curé était ami avec les flics du quartier et tout le truc était bloqué. En fait, Times Square était bloqué. On est tous passés. Rentrer en VIP, comment vous avez fait? En fait, mais la blague, c'est pour ça que c'est incroyable. Le curé du coup a dit mais c'est les jeunes, ils sont avec moi. J'étais avec mon ami qui était surexcité. On est passé à travers la foule, mais au compte-gouttes. Ça s'est arrêté à Cédric. Ouais. Moi, j'étais là, non, c'est mon mari, it's my husband. Et en fait, le policier a demandé au prêtre qui connaissait pas Cédric, évidemment. Il dit non, il est pas avec moi. Heureusement, mon ami qui était parti, mais surexcité, est revenu en disant non, il est avec nous. Donc on s'est retrouvés au milieu de Times Square. Nous déjà, c'était fait. On était déjà bien, on était refaits. Et tous les Américains, pareil. En fait, c'était là où c'était fou, c'est que même les copains qui habitaient New York, ils étaient mais comme des balles. Et on se disait, en fait, il y a un côté extraordinaire du truc, mais on s'en rend pas compte. Et en fait, ça s'est bloqué. Donc on était un peu loin. Enfin. On était un peu loin de la boule, mais nous déjà, en fait, on était sur Times Square, c'était fait. Et en fait,
c'était bloqué par des barrières et des policiers. Et il y a un des gars qui est venu voir l'officier qui lui a dit est-ce qu'on pourrait remonter, donc tout ça en anglais, est-ce qu'on pourrait remonter jusqu'à la boule et au VIP là-bas. Et le mec lui dit no sir, it's impossible. Et là le mec lui répond mais j'étais là, mais il va se faire taper. You know, officer, nothing is impossible to Jesus. En gros, vous savez, officier, rien n'est impossible à Jésus. Et moi, j'étais là, mais ça va pas l'illuminer, quoi. Tu dis ça en France, le mec te pousse en mode, tu sais, genre Sainte-Anne, c'est par là. Et là, le mec lui répond, you're right, sir, go ahead. Et il ouvre le truc, en gros, c'est vous avez raison, allez-y. Et là, on passe, j'étais là, c'est une blague. C'est une blague. On s'est retrouvés sous les officiels, en fait, là où ils filment, avec il y a une espèce de chorale, machin. On est arrivé au moment. En fait, Times Square, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est un truc, c'est comme les films, mais c'est incroyable. Genre, il fait jour en pleine nuit. C'était la première fois qu'on y allait, on n'avait pas encore visité Times Square. Il y avait une pub avec marqué Savior is born, parce que c'était Noël. En fait, un truc, catho, quoi, pour dire Jésus est né, machin. C'est très américain, pas du tout français, mais. Incroyable. À ce moment-là, la boule descend, genre avec le décompte en anglais, mais pile tout ça en même temps. Les paillettes à l'américaine qui tombent du ciel. Happy New Year! Et là, on s'est dit, vraiment, je me suis dit, c'est un truc de fou. Genre un truc qui arrive qu'une seule fois dans ta vie, je suis sûre que tout va bien se passer. Mais je sais pas, c'était un truc au fond de moi, j'étais là, genre, c'est sûr, ça va être une bonne année. Vraiment. On est reparti en avion après, on s'est fait surclasser. Là, je l'ai pas mis dans la BD parce que sinon après c'était trop de détails, mais là je me suis dit c'est pas vrai. Et en fait le lendemain il y a des gens qui avaient posté sur Facebook 2016 à l'envers, ça faisait joie. Si ça vous l'avez mis. Je l'ai mis parce que ça m'a vachement frappé parce que vraiment c'était un concours de circonstances où je m'étais dit ça va être c'est l'année, je le sens. Bon après ça recommence ça a recommencé en mode pas joyeux mais c'était vraiment le signe quoi. Les mois ont passé finalement rien sauf en juillet. C'est ça, exactement. Pour la petite histoire, donc, on est parti à Paray-le-Monial. Je suis assez fan, hein. Moi, en bonne excitée de la vie. Moi, j'adore taper dans les mains et lever les bras au ciel. Et déguster les ampoules. Ouais, non, tout le monde dit ça, mais en vrai, ouais, j'ai un vrai faible. Et puis, Paray-le-Monial, même si on divise pas les ampoules, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Il y a un vrai truc là-bas. Et Cédric ne connaissait pas du tout, donc je voulais en profiter pour lui montrer, etc. En plus, c'était l'année sainte, donc il y avait le passage de la. Ouais, c'était non, mais il y avait tout un truc. Un alignement des planètes. C'est ça, exactement. Et pour la petite histoire, donc en fait, on y est allé, mais pas du tout en mode couple en espérance d'enfant. D'accord. Et arrivé à Paris, on a retrouvé, évidemment, vous retrouvez toujours la terre entière, donc hyper sympa. Et là, on se dit, tiens, on va aller au Carrefour, communication dans le couple, ou je sais plus, un truc comme ça. Et on demande à une nana, la tante B ou C, c'est bien là. Elle dit, ah non, là, c'est pour les couples en espérance d'enfant. Et là, on se marre en se disant, il y a un truc, c'est pas possible, encore ainsi, il faut qu'on y aille, et on les aura tous faits de toute façon. Toutes les retraites. Et du coup, on y est allé. Et c'était génial. Bah, c'était beaucoup plus petit que les autres trucs. Hein. On était, je sais pas, peut-être une vingtaine de couples. Hyper sympa. Là, en fait, on a rencontré un couple avec 2 petits-enfants blonds qu'ils avaient adoptés en Russie. À ce moment-là, on pensait à l'adoption, mais ouais, vraiment. En fait, l'ami dont je parle qui a adopté, c'est hyper bizarre, mais les adoptions, ça me fait toujours, mais même beaucoup plus que les amies galériennes qui tombent enceintes. Il y a un vrai truc, les adoptions, je suis toujours ultra émue. Très touchée, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Peut-être un jour. Oui, je sais pas, à voir. Et du coup, on a beaucoup parlé d'adoption avec eux. Et on est reparti en se disant, en fait, on est prêt pour l'adoption. C'était assez marrant, vraiment. Il y a eu, je sais pas, il y a eu un truc, en fait. Moi, j'espérais à chaque parole de connaissance. Vous savez, en fait, les manuels, il y a des gens qui ont des charismes, en fait, qui sont les paroles de connaissance, qui disent dans l'assemblée, il y a un monsieur qui a, je sais pas, perdu son papa cette année, qui soit en paix, tout va bien. Enfin, des trucs comme ça. Et moi, je me disais, avec un peu de chance, dans l'assemblée, il y a une dame qui va avoir un bébé. Non, mais bon, c'était encore mieux parce que du coup, rentrée de Paray, on a envoyé notre petit mail pour dire à l'adoption qu'on était OK. Et en fait, je suis tombée enceinte dans la foulée. Vraiment, ouais. Ah non, mais en rentrant de Paray, en vrai, dans l'absolu, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Je ne le savais pas, bien sûr, comme tout le monde, hein, vous savez pas le jour même. Ouais. Et en fait, je suis partie en vacances en mode j'oublie tout, de toute façon, voilà. Hein. Je prends pas mon protocole Napro pour si je suis enceinte. Parce que de toute façon, ça n'arrivera pas. Ouais, non, vraiment, en plus, pour la petite histoire, je l'ai pas mis non plus parce que c'était trop de détails. J'étais partie avec toutes mes boîtes de tampons qui m'ont pris une place folle pendant toutes les vacances. Hein. Les filles, vous savez. Voilà. Qui n'ont servi à rien. Exactement, et c'est tant mieux. Et voilà. Et du coup, la joie, en fait, mais on n'y croyait pas. Ah oui. En fait, la joie, je trouve, c'est un peu le problème, c'est que quand vous avez beaucoup galéré, en plus vous avez côtoyé des gens qui ont des histoires encore pires que les nôtres, vous avez entendu beaucoup de choses très tristes. Il y a un côté... Les grossesses qui vont pas au bout alors que... non, vraiment, des trucs, puis les fausses couches, etc. J'ai eu de la chance dans mon malheur, j'en ai jamais fait, mais j'ai beaucoup d'amis qui en ont fait, et c'est
terrible. C'est vraiment terrible. Et du coup, en fait, moi, j'ai fait le test positif. C'était attends, on va faire la prise de sang. Ensuite, c'est attends, on va attendre les 3 mois. Ensuite, attends. En fait, il y avait toujours un Vous côté. avez jamais réussi à... C'est peut-être un peu à la fin, mais... Même Un pas. peu, j'étais pas en angoisse totale non plus, mais il n'y a pas ce côté de t'as 20 ans, tu tombes enceinte, t'as jamais souffert dans ta vie et t'es heureuse et tu te poses pas la question. Après, il y a un côté où du coup, euh, comment vous dire que quand la sage-femme pour la première écho, c'est les échos endovaginales, donc en fait, ça passe par en bas. Toute mignonne qui me dit alors, qui m'explique, ça va passer, je vais me mettre ça, vous me dites, ça fait mal, est-ce que vous êtes prête? Allez-y. Si tu savais, il y a aucun souci, vas-y. Mais bref, non, mais c'est voilà. Mais du coup, il y a un côté où je me suis dit aussi, à 20 ans, t'es peut-être vachement sereine, mais du coup, si t'arrive un truc, c'est le monde qui, le monde s'écroule, alors que je sais pas. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Mais en vrai, oui, j'avais toujours des histoires en tête. Un peu, il y avait un peu des caps à passer d'amis proches, de trucs qui m'avaient un peu marqué. Donc j'ai l'impression que votre épreuve vous a quand même volé un peu de joie, un peu de... Peut-être pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Ouais. Un peu, mais bon. De toute façon, je suis naturelle un peu inquiet. Donc... Angoissée. Oui, je suis un peu comme ça. Donc voilà. Mais à côté de ça, rassurez-vous, maintenant, je profite pleinement de ma fille et de la joie que j'ai d'être maman. Et vraiment, limite, je pense peut-être plus que certaines qui ne sont pas passées par là. Je sais pas, hein, peut-être que non. Peut-être que c'est propre à chaque mère de regarder son enfant en se disant mais quelle chance incroyable d'être la maman de cette petite fille merveilleuse. Même quand elle est hyper relou. Non, c'est fabuleux. Il y a un côté incroyable dans la vie, en fait. D'autant plus quand on sait le prix de la vie, quoi. Et donc votre parcours du combattant n'est pas terminé parce que donc vous dites que vous aimeriez bien que ce miracle se reproduise. Mais enfin, avec un peu de recul, ce parcours du combattant, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on souffre, en fait, ça ouvre le cœur aux autres. Et je pense que après, je veux pas dire non, j'ai un grand cœur ouvert tout le monde, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a un côté beaucoup plus empathique. Et quand j'ai eu Bertie, donc ma fille s'appelle Bertie, il y a eu un moment où j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. Il y a eu un moment, en fait, pendant 1 an, je pense, où vraiment j'avais envie d'oublier, j'avais envie d'être maman, d'appeler mes copines qui étaient mamans, de parler de trucs de maman, enfin le truc que je rêvais de faire, j'ai eu envie de profiter. Alors bon, ça a été compliqué, ma fille a beaucoup pleuré, mais voilà, j'ai eu envie d'avoir mon moment. Voilà, je suis maman, je peux aller au square, je peux aller faire tous les trucs que je rêvais de faire. Ras-le-bol de parler de tous ces trucs, enfin de souffrance, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être maman, quoi. Et du coup, la BD, pourtant, je m'étais... parce que pour la petite histoire, c'est que quand j'étais en espérance d'enfant, j'ai fait une note de blog. J'avais un blog. À l'époque, c'était la grande mode des blogs de BD. J'avais un blog et du coup, j'ai raconté un peu notre parcours. Alors, à l'époque, j'avais pas Bertie, mais c'était vraiment pour dire en fait ce qu'on vivait. Et en fait, ça fait un mini buzz. À l'époque, j'étais suivie par très très peu de gens. Et vraiment, ça a été fou, quoi. Le retour. Ah ouais, non, vraiment. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sais pas, je devais avoir 800, 900 followers, donc c'est vraiment petit, quoi. Et j'ai été partagée plus de 20 000 fois. Ah oui, c'était vraiment... moi, j'étais un peu dépassée. En fait, je m'attendais bien en me disant, évidemment, les proches, il y a toujours des gens... Voilà, je raconte qu'on galère, évidemment qu'il va y avoir des gens gentils, mais je m'attendais pas autant. Et autant de gens qui témoignaient, en fait, de leur parcours, de dire, moi aussi, incroyable, mais un flot d'amour, mais inimaginable, vraiment. Et ça nous a fait un bien à tous les deux, mais incroyable. Et ce que je dis, moi, ça a été plus en le dessinant. C'est sorti. Mon mari, ça a été de voir ça a été quand je l'ai pu. J'ai hésité à la publier en plus. Ouais. Il y a un côté, je suis très nature et certaines fois, je me dis. J'ai toujours le côté où je suis tellement nature que je me dis, je veux pas gêner les gens. Certaines fois, je peux être inconvenante sans vouloir l'être. Et c'est toujours délicat ce genre d'histoire. Et je voulais pas que les gens se disent que je racontais des choses qui étaient intimes et que j'avais pas racontées en fait. Je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu le problème d'être toujours un peu dans l'exubérance, c'est que certaines fois on sait qu'on l'est et qu'on se dit que certaines fois à l'insu de son plein gré on peut être indélicate et du coup je fais toujours très attention à ça. Mais quand même, du coup, vous aviez vu ces retours positifs et du coup vous vous êtes dit pourquoi pas la publier en vrai alors? En fait, oui, il y a des gens qui m'ont demandé. Ah oui, à l'époque, on m'ont dit est-ce qu'on peut le trouver en vrai BD, etc. Ah, d'accord. Du coup, ouais, et puis je me suis dit, en fait, à l'époque, honnêtement, il y avait 2 bouquins, justement, à Paray-le-Monial où on a été. Je m'étais dit, moi, je suis très fan de la librairie de Paray, j'adore les livres en plus. Je m'étais dit, tiens, on va trouver des bouquins qui parlent, etc. Il y avait 2 livres qui n'étaient pas hyper funky. Ouais. Désolée si les auteurs se reconnaissent, mais on en a besoin aussi, mais. Je veux dire, voilà, t'as la vingtaine, t'es dans le dur. Moi, je cherchais un truc un peu fun, quoi. Enfin, pas fun, mais un peu plus abordable. Et du coup, c'est pour ça que mon mari m'a dit, tu devrais faire une BD.
Après, le truc, il restait longtemps en arrière-plan dans ma tête, hein, mais il était là. C'est marrant parce qu'au bout d'un an, on a recommencé, en fait, c'était drôle. On a fait une retraite avec les équipes Notre-Dame, justement. Il y avait plein, donc c'était des jeunes couples, en fait, comme nous. Il y avait plein de femmes enceintes, de bébés dans tous les sens. Alors, moi, c'est bon, j'avais ma fille, donc il y avait un côté moins. Voilà. Je me suis quand même dit, heureusement que j'ai ma Bertie, parce que sinon, ce serait violent. Et je me suis dit, je suis sûre que parmi ces couples, il y en a sûrement qui sont dans cette situation. Et j'espère de tout cœur que ça va et que c'est pas trop dur. Et en fait, le truc suivant, c'était un truc mélangé avec d'autres couples. On a fait il y avait un moment de prière. Et il y a un couple qui a prié pour un couple de leur équipe qui était en espérance d'enfant. Et en fait, je me suis retrouvée, c'était fou. À chaque fois, je me retrouvais en fait à parler avec les couples en espérance d'enfants. Il y avait vraiment un truc en fait, un peu en ancien galérien en fait, où tu t'oublies pas quoi. En fait, il y a vraiment ça. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, enfin pareil, c'est un peu des signes. Je me suis dit, faut que je la fasse cette BD. Voilà, faut que je la sorte. En fait, elle est là. Faut que je la sorte. Et donc, vous parliez de livres, vous disiez qu'il y avait très peu de choses qui existaient sur l'épreuve que vous avez traversée. Est-ce qu'il y en a quand même un que vous avez rencontré, que vous voudriez recommander aux personnes qui sont en espérance d'enfant et qui nous écoutent? Je ne sais pas, quelque chose d'autre, un roman qui vous a fait du bien, je ne sais pas. Alors depuis, il y a eu effectivement, je pense qu'on a été beaucoup à se dire, en fait, il n'y a rien, on est tout seul. Et depuis, il y a plein de choses qui se font et c'est super. Même dans les églises, d'ailleurs, il y a j'entends de plus en plus par exemple, pour la Sainte Famille, là, cette année, il y a non pas des témoignages, mais des intentions de prière pour les couples en espérance d'enfants qu'il n'y avait pas du tout à notre époque. Donc, je trouve ça vachement bien qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et du coup, il y a un livre qui est sorti après que j'ai eu Bertie de Olivier Matona, donc Attendre et espérer. On l'a reçu au micro d'un beau jour aussi. Oui, j'ai écouté, j'ai bien aimé. En plus, c'était un de mes éditeurs que j'adore qui avait édité, qui m'avait dit sous le sceau du secret à l'époque, effectivement, elle était enceinte au moment où le livre est sorti. Et du coup, c'était, on se réjouit toujours quand il y a des copains de galère qui annoncent une belle nouvelle, donc c'est assez chouette. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit un homme qui parle, parce que c'est vrai que c'est souvent nous qui prenons la parole, mesdames. Mais en fait, les hommes souffrent aussi, ont besoin aussi de... Alors c'est différent, c'est très différent, mais du coup, j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit lui qui prenne la parole dans son livre pour parler. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Son livre est très sympa. Sinon, il y a ma BD. Hein. Je m'auto-flatte. Non, il y a un autre livre, mais c'est pas pour l'espérance d'enfant, mais moi qui m'avait beaucoup touchée, c'était Éclat de vie de Blanche Trèbe. Vraiment, dans la souffrance. Alors elle, pour le coup, c'était, elle a eu un enfant naturellement, et en fait le deuxième, c'est suite à une erreur médicale, impossible quoi. Et donc quelque part, moi je me suis dit mais quelle horreur. C'est-à-dire que nous, en fait, c'est la faute à pas de chance en fait. Mais là, te dire que tout va bien et que tu peux avoir des enfants et qu'en fait. C'est une erreur médicale. Ouais. Et puis surtout, moi, ce qui m'a vachement frappée dans son livre, c'est quand elle dit ils m'ont jamais demandé pardon. Ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait, les gars, c'est pas cool parce que juste ça, je pense qu'elle serait déjà vachement plus en paix. Mais voilà. Mais c'est un livre, alors ça n'a rien à voir parce que c'est aussi de la souffrance, mais c'est aussi de la souffrance liée à la maternité. À la maternité. Après, des gens qui n'ont pas d'enfants du tout, c'est peut-être pas ce que je recommanderais. Mais c'est un très beau livre, très bien écrit, et qui m'a beaucoup marqué aussi. Donc voilà, je me permets de le recommander également. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée, à quelqu'un qui se dirait ça a mis 5 ans, mais elle a eu son bébé, et moi, 6 ans, 7 ans, 8 ans, plus, je n'en ai toujours pas. Alors justement, c'est pas un conseil que je voudrais donner parce qu'en fait, des conseils, je suis personne pour donner des conseils. D'autant plus que j'ai un bébé. C'est juste de dire qu'il y a plein de gens, même s'il y a des gens qui font des réflexions désagréables, il y a plein de gens qui sont ultra bienveillants autour de vous, il y a plein de gens qui souffrent avec vous, qui prient pour vous, et que dans l'absolu, moi, je peux pas. C'est vraiment ce que je dis à la fin de ma BD. Personne peut vous dire, t'inquiète pas, tu l'auras ton bébé parce qu'on n'en sait rien, on n'est pas Dieu. Mais qu'en fait, il y a des gens qui t'aiment et espèrent en fait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, et courage quoi. Pas grand chose d'autre à dire parce que des conseils, j'en ai pas en fait. Enfin, je suis personne pour donner des conseils. Et je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée et ou celle qui vous a permis de traverser ces années. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est-ce et nous la lire? Alors, il y a 2 choses. Je tenais à le dire. Toujours beaucoup, moi. La première, parce que vraiment, au final, c'est ce qui me venait à l'esprit tout de suite.
J'ai un amour incommensurable pour la Sainte Vierge. Et j'aurais répondu spontanément le Je vous salue Marie. Parce que vraiment, en fait, quand ça va pas, quand quoi que ce soit, c'est toujours elle que je peux. En fait, vraiment, dans ma tête, je me visualise dans les bras de la Sainte Vierge, en pleurs et qui me console. Vraiment. Enfin, je pense que l'amour que je porte à la Sainte Vierge est presque plus fort que celui que je porte à ma maman. Ce qui est quand même énorme parce que j'aime ma maman extrêmement fort. Big up, maman. Et non, la prière que j'adore également, c'est la prière de Saint François d'Assise. Il faut savoir que Saint François d'Assise, mon frère aîné s'appelle François et Saint François était le super pote de Sainte Claire, qui est donc ma sainte patronne. Et du coup, je vais vous la lire. Donc, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Amen. Pourquoi cette prière, du coup ? Parce que c'est toute ma vie. En fait, moi, je trouve que si on suit cette prière, je pense que c'est le secret du bonheur est là-dedans, en fait. Ah ouais. Vraiment. En fait, si on fait exactement... Alors, évidemment, on est humain, donc hélas. Voilà, mais si on arrive à mettre l'amour là où il y a la haine, si on arrive à mettre la lumière là où il y a les ténèbres, en fait, déjà, ça veut dire qu'on est l'instrument du bon Dieu. Et donc, quelle plus grande joie que d'être l'instrument du bon Dieu sur Terre, n'est-ce pas ? Exactement. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur Jésus là en face de vous à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve ? Toi, ici. Et vis-à-vis de mon épreuve, en fait, si je le voyais là, je pense que ça voudrait dire que je suis morte, ou alors c'est qu'il m'apparaît, mais je pense que non. C'est une question auquel j'ai réfléchi parce que vous me l'avez posée avant, mais qu'est-ce que je lui dirais ? Je sais pas, en fait, j'aurais tellement envie de lui dire juste merci pour ma vie. J'ai pas envie, en fait, pourquoi, j'en sais rien. En fait, je pense que si je le vois, j'ai même plus envie de lui demander pourquoi. C'est ça qui est fou, c'est que je me dis le jour où je verrai, en fait, je pense que le pourquoi, j'en aurais plus rien à secouer. Je serais tellement contente de le voir, en mode ça y est, t'es là. On a fini de souffrir et on est ensemble, donc en fait, tout le reste aura plus de sens. Merci beaucoup Claire pour ce très beau témoignage. Merci. Merci de nous avoir écoutés, j'étais très contente de recevoir Claire et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.